revenez 50 ans après à la prison Montluc. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Sincèrement, non. J'ai revu les douloureux souvenirs de l'époque que j'ai passée dans ce couloir de la mort. De douloureux souvenirs de la cellule 14 où j'étais enfermé toutes les nuits pendant toute ma détention, à me battre contre les fantômes de la mort et à subir la solitude mortelle. Et voir aussi les cellules où ont séjourné mes compagnons qui ont été guillotinés. Et là, c'est encore plus douloureux à revivre. Les 6 derniers mois, la police me traquait. Elle avait dû me repérer comme un chef de groupe de choc composé de 19 militants opérant entre Saint-Chamond, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Je suis conduit au commissariat et enfermé dans un cabinet de toilette, sans aucune vérification au préalable de mon identité. Ils sont 7. Leur chef s'appelle Roland. Le matin du 12 octobre 1958, je suis extrait des toilettes qui me servent de cellule et les mains toujours liées dans le dos, traînées jusqu'au lieu du supplice. Le chef me salue. « Ah, te voilà mon con. Alors comme ça, tu viens faire la guerre à la France, dans sa propre maison. Eh ben, lorsqu'on en aura fini avec toi, on t'expédiera dans un cercueil dans ton putain de blé. » Il me branche alors la gégène aux oreilles. La manivelle actionnée au ralenti secoue aussitôt tout mon corps de douleur. Je sens que mon cœur s'arrache de ma poitrine. La décharge a l'effet d'un obus qui éclate dans ma tête. Mon cerveau arrive à l'amortir par sa grande résistance. Lorsque la manivelle est tournée plus vite, la souffrance intense provoque des chatouillements insupportables. La raison est sur le point de vaciller, c'est l'étouffement inévitable. La tête en bas et les trouvailles dont se réjouissent mes tortionnaires. Mes membres sont de plus en plus engourdis. Avec un gros bâton d'olivier plein de mettre à me battre la plante des pieds, à tour de rôle et de toute leur force. Après une 50aine de coups, la douleur est atroce. Mes pieds ne sentent plus rien. Je n'avais pas l'intention d'écrire ce livre, parce que pour moi c'était trop douloureux de revivre certaines séquences que j'ai écrites en pleurant. C'est mon épouse et mes enfants qui m'ont moralement obligé à le faire. كم mois d'août. Alors رحت شفت مونلوك. C'était pas ouvert. C'était pas encore. À l'extérieur, j'ai pris des photos. Ah oui, t'as pas pu visiter. Les douleurs le long de mon corps et dans ma tête me ramènent à la réalité. Il doit être 3h30 du matin, bientôt la prière de l'aube. Je suis devenu lourd et lent et mes jambes me supportent difficilement. Je réalise que j'ai perdu du poids. Ma tête, tout en bouillonnant de pensées, devient confuse et diffuse en même temps. Les mécanismes de mon corps fonctionnent au ralenti, tandis que mes 100 pas continuent toujours à avaler le temps, un temps qui est angoisse avant l'aube et délivrance après. Ah, celui-là, on ne la voit pas bien. Ah, oui, on la voit. C'est la dernière sur la rangée. La dernière sur la rangée. Ah, ah. 14. C'est le 14. Ouais. C'était des couloirs sombres, noirs, difficiles. C'était une vieille prison, enfin bon.
C'est une prison qui a existé depuis longtemps. C'est une prison où ont été incarcérés un grand nombre de résistants. C'est une prison où ont été fusillés un grand nombre de résistants français contre les Allemands. Donc c'est quelque chose qui touche directement les événements de notre patrie. Ici, c'est les cellules collectives. On nous mettait à 5 dans la journée. Et la nuit, à partir de 19h, on nous ramenait dans les cellules individuelles. D'accord. Je ne sais pas si vous avez gardé les numéros de cellules. Première nuit de condamné à mort sous le matricule 45. Elle va être pour longtemps mon lieu de combat contre la mort. Il y avait 6 000 détenus en France et 5 000 internés, disséminés dans les 5 camps d'internement. Mais on n'a pas toujours été 6 000. Je vous dis, en 1957, quand j'étais arrêté et emprisonné à Fresnes, on était à peu près 300. Ce chiffre a doublé 2 ans plus tard. On est passé à 600 en 1959 et enfin, on est passé à 900 en 1961. Puis ils ont enlevé les portes, ils ont enlevé... Ce sont les portes, là. Ça, ce sont les portes, oui. Alors ça, c'est les portes qui ont été remises. Je ne sais pas si c'était vos portes à vous ou si elles sont plus récentes. Non, c'est pas les mêmes. Non, vos portes à vous, ça va être celle-là. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça. Parce que ça, c'est des nouvelles. Ça, c'est des nouvelles qu'on a... Les portes à nouvelles. Qui étaient en bas. Alors là, il y avait des bureaux. Oui, qui ont été retirés. Avec les bureaux, le gardien ne fait pas un seul coup pour le fermer. Il fait des fois 6-7 coups comme ça. On ne sait pas si c'est fermé ou resté ouvert. Et pas de montre non plus. Mais des livres. On est arrivé les premiers temps à essayer de connaître le temps qu'il est par les rondes des gardiens. Les gardiens passaient tous les quarts d'heure. Donc on comptait les quarts d'heure, le nombre de fois qu'un gardien passait. Donc c'est comme ça qu'on pouvait savoir si on est proche de l'aube ou pas encore. Ils étaient fragiles intérieurement, mais comme ils se considéraient comme des soldats, ils ne voulaient pas montrer leur fragilité. Vous savez, s'endormir tous les soirs en se disant, ne sachant pas si on ne va pas se réveiller à 3 heures du matin, on vous ouvre la cellule, on vous tire pour vous emmener vous faire couper la tête. Il m'est arrivé une fois, heureusement une seule fois parce que c'est difficile à vivre, de fumer 7 paquets de cigarettes. Et la fumée m'a étouffé. Je commençais à voir le plafond descendre chez moi. Et les murs poussaient vers l'étroitesse encore. Ma réaction était d'aller plonger mes mains dans l'eau pour faire l'ablution et faire la prière avant qu'on m'amène. Dès que j'ai trempé mes 2 mains dans l'eau, je me trouvais réveillé brutalement. Je vois la porte à sa place, le plafond à sa place et les murs à leur place. Et ce coup ne m'est pas arrivé tout seul. C'est un coup vécu par tous les compagnons dans leur cellule. La solitude, les fantômes de la cellule, dans la nuit, c'est contre les fantômes de la mort qu'on se bat. Je me relève pour mes habituels 100 pas qui se prolongent jusqu'à 7 heures de la 3e journée de grève.
Une fois dans nos cellules collectives, l'administration nous surprend par une mesure punitive. Elle nous coupe l'eau, pensant affaiblir nos capacités à continuer la grève. Deux principales revendications à l'époque, c'était le régime politique, parce qu'on nous traitait comme des droits communs. Et la deuxième principale revendication, c'était de nous débarrasser des entraves au pays. Au début, les premiers condamnés, les tribunaux les poursuivaient comme délinquants de droit commun. Donc, il n'y avait pas de différence entre FLN et truands. Nous avions créé le collectif, et là, le collectif intervenait chaque fois qu'un militant était arrêté. Le collectif n'est jamais intervenu pour des truands. On ne s'est jamais occupé des truands. Il y en a eu des truands algériens, des délinquants de droit commun algériens. Il y en a eu pendant cette époque. Mais ils n'ont jamais été soutenus ni aidés par le FLN. Pas du tout. C'est pas l'objectif du collectif. La déshydratation est avancée chez tous les frères, avec chute de tension et chute de poids. Nous ne pouvions plus descendre les escaliers pour rejoindre nos cellules au rez-de-chaussée. Le 18e jour, je suis resté cloué au lit, sans bouger. Ma tension est tombée à 3,5. On a voulu les traiter comme si c'était des délinquants. C'était des soldats. Les soldats, ça tue malheureusement. Bon. On n'a jamais voulu dire qu'il y avait la guerre en Algérie. On n'a pas voulu reconnaître que si les Algériens faisaient des attentats c'était tout simplement pour obtenir l'indépendance, parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen que de se battre sous les ordres de leur gouvernement qui était le GPR. La grève de la faim a abouti à supprimer les entraves au pied et on nous a maintenu la chaîne un peu plus longue pour nous permettre de nous laver, de fumer ou de manger. Le premier livre qu'on m'a autorisé à lire, parce qu'on n'était pas nombreux à savoir lire le français, on était 5 sur 38 à l'époque. Il est intitulé La 25e heure. Ah oui. Ouais. C'est l'histoire d'une jeune fille juive qui a souffert le supplice de la mort et qui a résisté. Le Premier ministre français, François Fillon, est venu le 21 juin. Et donc, moi, j'étais là à conduire le Premier ministre et Raymond Aubrac qui était là et qui a décrit ce qu'il a vécu ici, comment il a vu descendre Jean Moulin, l'escalier. Ouais. Jean Moulin. Justement, la cellule de Jean Moulin. Elle est au-dessus. Oui. Donc ça, ce sont les locaux de la Gestapo avenue Berthelot pendant la Seconde Guerre, où Klaus Barbie en particulier officiait. Et c'est là où a été interrogé Jean Moulin et les gens qui ont été arrêtés avec lui à Caluire. Alors là, on a montré la manière dont les gens résistaient ici, en récitant la poésie, en se souvenant un petit peu du temps de liberté. Donc là, ce sont les déportations des Juifs vers Drancy. Dites-moi, je retrouve la trace de du passage de ceux qui ont souffert dans cette prison, mais je ne retrouve pas la trace du passage des Algériens. À la fin, si. Dans le cadre de la juridiction d'exception mise en place pendant la guerre d'Algérie, 54-62, le PPFA de Lyon ont jugé des partisans de la cause algérienne emprisonnés à Montluc. Certains condamnés à la peine capitale y sont alors exécutés, d'autres purgent des peines d'emprisonnement ou de travaux forcés. Vous avez les photos de ceux qui ont été exécutés? Non. Non. Non, non. Donc si vous les avez, on est preneur. Disons les conditions et le comportement des exécutés devant le bourreau, est-ce que vous en avez des informations? Alors,
Moi, j'en ai pas dans mes archives à moi, mais rien ne dit que dans les archives militaires, puisque c'était des tribunaux d'exception qui relevaient de l'administration militaire, il est possible qu'il y ait des dossiers. Mais à l'époque, c'est le colonel Morel qui dirigeait les exécutions. C'est possible, mais ce qu'il faut, c'est qu'on demande les dérogations pour pouvoir consulter ces dossiers, dans la mesure où ils ne sont pas encore ouverts à la communication. C'est-à-dire que autant la Seconde Guerre mondiale s'est ouverte, autant il y a un certain nombre de dossiers de la guerre d'Algérie qui ne sont pas encore ouverts. Vous êtes en contact donc avec les associations? Moi, c'est ma mission, c'est-à-dire que je fédère en quelque sorte les 135 associations de la Seconde Guerre, enfin de tous les conflits du département du Rhône, 14-18 ans. Est-ce que vous pouvez rajouter la 136e, nous sommes une association. C'est le seul panneau avec les 4 lignes qui font référence à cette période, la prison de Montluc pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est quand même très très peu, puisque ne figure même pas le nombre par exemple d'exécutions à mort. Alors bon, elles sont établies, on les connaît, on sait qu'il y a 11 personnes. C'est-à-dire c'est quand même l'État dans ces différents circuits qui à un moment donné transforme la prison en mémorial et le dédie à une période particulière. Et ses descendants, aussi bien en France. Je cherche à comprendre cela. Comment est-ce qu'il est possible que dans la France, des années 2013, ce genre de choses se passent? Sur la question du rôle et de la place de Montluc pendant la période algérienne, ils disent qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas d'association qui demande à un moment donné une reconnaissance à l'État de cette période. Je constate qu'à un moment donné, l'histoire qui est racontée dans ce mémorial est une histoire en partie tronquée. Écoutez, je suis vraiment attentif à votre demande, j'en parlerai au préfet et puis aux personnes au ministère. À partir du moment où ceux qui ont été nos tortionnaires et nos bourreaux ont commencé à avouer leurs crimes eux-mêmes, nous-mêmes, nous n'avons pas de haine, parce que dès le départ, nous n'avons pas fait la guerre contre le peuple français. Nous avons fait cette guerre contre l'occupation coloniale de notre pays. Je connais la justice de mon pays. J'ai été commis d'office dans des conditions particulières. Les accusés du FLN avaient choisi pour avocats les avocats parisiens qui constituaient ce qu'on appelle le collectif du FLN. Nous avions constitué un collectif, on appelait ça comme ça, avec un C majuscule, collectif d'avocats, qui comprenait Oussedik, Ben Abdallah, Jacques Vergès et quelques Français dont j'étais. Et nous allions jusqu'à la rupture, de là la défense de rupture, pour signifier notre désaccord qui consistait très souvent à dénier aux tribunaux français, même les tribunaux militaires, le droit de juger des patriotes algériens. Nous disions, mais vous n'êtes pas compétents. Ce qu'on réclamait, c'était l'application du droit de la guerre, les conventions de Genève sur les prisonniers de guerre, et qu'évidemment, il n'était pas question de guillotiner des condamnés à mort. Mais enfin, c'était le contraire du droit de la guerre. Ces avocats avaient fait l'objet d'internements administratifs. Ils avaient été choisis par ces Algériens détenus à Montluc et ils ne pouvaient pas venir assurer leur défense. Donc, le bâtonnier de Lyon nous commet, nous, avocats volontaires, pour nous charger de ces affaires.
Mais nos clients répondent « Ah, mais nous, on veut être défendus uniquement par les avocats qu'on a choisis. On nous prive du droit de choisir notre avocat. Nous ne voulons pas et nous interdisons à ces avocats de plaider. » Le président du tribunal commence par dire « Vous appelez bien un tel ?» Réponse « Oui. » Votre père un tel ? Oui. Votre mère un tel ? Oui. Et quand il a commencé à dire « Vous êtes accusé de tel chef d'accusation », on a stoppé net. Monsieur le Président, je ne reconnais pas la justice française, seule la justice de mon pays peut me juger. Nous sommes obligés de plaider, mais nous ne pouvons pas plaider contre la volonté de nos clients. Nous ne pouvons pas trahir nos clients qui nous donnent pour instruction de ne pas plaider. On a sorti en même temps le drapeau. Et avec le drapeau, il y avait l'hymne national, Hassana. Et là, il y a eu une espèce de panique dans la salle, où les gendarmes ont dû intervenir, ils étaient en force. Et on a reçu des coups de crosse, on a été très malmenés, et ils nous ont fait sortir dans une salle à côté, pendant qu'ils continuaient l'audience. Le tribunal militaire était choqué par cette attitude. Un tribunal militaire, c'est un président, un magistrat civil qui préside, c'est-à-dire c'était un conseiller à la cour d'appel, et 6 officiers dont chacun est qui représente tous les grades de l'armée française. C'est-à-dire qu'à la droite du président, il y a un colonel, un commandant, un capitaine, et à sa gauche, il y a un lieutenant, un sous-lieutenant et un sous-officier. Voilà. Donc, tous ces militaires n'aimaient pas s'entendre dire que c'était la guerre, que c'était l'Algérie française qui devait devenir l'Algérie indépendante. Tout ça, c'est pas un discours qui plaisait beaucoup. Nos avocats, on leur avait demandé de ne pas plaider. Ça n'a pas duré plus d'une demi-heure, on nous rappelle dans la salle, pratiquement pour nous annoncer le verdict. Et le fait de se sentir dans la bonne position et que la justice était de notre côté, on les regardait comme eux-mêmes des accusés. De leur côté, ils ont bien ressenti cela, puisqu'ils ont précipité l'annonce du verdict. Ils ont commencé par les peines les plus légères et en allant progressivement vers les peines lourdes. J'étais le dernier de la liste, bien sûr, quand ils sont arrivés à mon nom, et ils ont dit Boudina, condamné à la peine capitale. La grille s'ouvre avec son grincement habituel. La horde des maudits bourreaux arrive avec ses bruits de bottes. Ils viennent nous arracher une partie de nous-mêmes. C'est un 23 février 1960, le jour fatidique des frères Bouloud Aït Rabah et Ahmed Chercheri. C'est la deuxième fois que la guillotine fonctionne à Montluc. Dans le courant de l'année 1960, il y a eu de nombreuses exécutions capitales. La Fédération de France du FLN a lancé un appel à l'opinion publique française, au peuple français, pour qu'il se mobilise pour sauver les condamnés à mort, en disant que le peuple français ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Mais malheureusement, dans leur masse, les Français n'ont pas voulu savoir.
في هذا الصباح على الساعة 4:15 توفي ولدك وقد رافقته في آخر لحظة. لقد كان يتحلى بشجاعة كبيرة، لم يرتعد وكان يعتز. إنه شرفكم. D'abord, le compagnon qui a commencé, c'était le frère Ferrouj, Ahmed, qui a refusé le premier la cigarette que lui offrait le colonel Morel. Il lui dit une dernière cigarette, il répond non. Le FLN me paye les cigarettes jusqu'à la dernière minute et automatiquement il sort une cigarette, il l'allume, il tire 2 ou 3 bouffées, il jette la cigarette et il s'avance vers l'échafaud en disant « Bourreau, fais ton travail ». Lui-même s'approche pour lui rappeler la dernière shahada à faire. Et là aussi, il réagit en disant « J'ai déjà fait ma prière, j'ai fait ma shahada, je suis un combattant et un bon musulman qui offre sa vie pour son pays ». Ils ont demandé la grâce de ce frère qui s'appelle Khalifa Abdelrahman. La réaction à l'époque du général de Gaulle était très courte, une seule phrase, que la justice française suive son cours. Khalifi, quand il avait commis l'acte pour lequel il a été condamné à mort, il avait à peine 18 ans. À peine. Et on est majeur pénalement à 18 ans. Il devait avoir quelques jours de plus. Bon, en général, on ne guillotine pas quelqu'un qui a commis un acte alors qu'il avait à peine 18 ans. Alors, pour lui, il y a eu une erreur extraordinaire. C'est que lorsqu'on le recours en grâce est rejeté et qu'on exécute quelqu'un, on avise l'avocat, on l'avise la veille, mais très tard le soir. On l'avise vers 11h minuit pour lui dire à 4h du matin, vous serez présent à la cour de la prison pour assister à l'exécution de votre client. Et pour la Khalifi, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on a avisé son avocat 48 heures avant l'heure de l'exécution. Pendant ces 48 heures, on a eu le temps d'intervenir. Il y a eu des télégrammes qui ont été envoyés immédiatement au pape, au roi du Maroc, à la reine d'Angleterre, à l'ONU, à plusieurs directions. Eh bien, De Gaulle a voulu montrer qu'il était, lui, le maître de la situation et qu'il ne s'inclinait devant aucune autre volonté que la sienne, et il a fait exécuter le Khalifi. Le matin de son exécution, comme j'étais plus ancien que lui, parce que ça procédait par ancienneté, j'étais plus ancien que lui, il s'est mis à taper. Vous voyez la largeur du mur? Malgré ça, on arrivait à entendre le coup dans le mur. Il s'est mis à crier en disant « Boudina, lève-toi, ils sont venus te chercher ». Pour lui, c'était moi qui devais être exécuté. Mais quand ils sont arrivés devant sa porte, il a clamé Allahu Akbar. Ils sont venus me chercher, mes frères. Et c'est comme ça qu'il est parti. Ils ne savaient pas si ce serait eux qui seraient exécutés ou s'ils seraient graciés. Ils le savaient qu'à la dernière minute. Mais quand il va y avoir une exécution, on le sait à l'avance dans les prisons. Parce qu'on monte la guillotine. On montait la guillotine dans la cour. Oh, ça fait du bruit.
Donc, on nous a dit que la guillotine, qui était pas installée en permanence dans la prison, mais qui était amenée à chaque fois qu'il y avait des exécutions, elle aurait été installée à cet endroit-là, où aujourd'hui il y a un transformateur. Il y a quand même plusieurs témoignages, alors entre autres de personnes qui expliquaient que quand il y avait la guillotine et les exécutions, ils installaient un drap à cet endroit-là parce que on ne le voit pas sur la photo, mais cette prison est en plein cœur de la ville et à partir des immeubles qui étaient autour, les habitants pouvaient voir ce qui se passait dans la prison. La peine de mort exécutée par guillotine, c'est plus impressionnant et plus pénible qu'une fusillade. Des condamnés à mort algériens ont demandé à être fusillés. Je ne saurais invoquer les raisons qui s'inspiraient d'ailleurs de l'islam, mais qui expliquent qu'ils veulent garder l'intégrité de du corps pour se présenter devant Allah. Enfin, il y avait par-dessous une conviction religieuse. Tous les guillotinés étaient ensevelis dans une fosse commune au cimetière. Là, c'était au cimetière de la Guillotière, avec aucun signe, aucun nom qui montre où étaient les corps, au bord d'un mur. Au moment où la tête de Makhlouf a été tranchée, elle a commencé à sautiller, se vider de son sang. Et le frère Bougendora s'est plié pour se mettre à genoux pour essayer d'arriver jusqu'au sol à la tête du frère Makhlouf pour embrasser sa tête. Le bourreau et la horde qui était avec lui l'ont empêché de faire ce geste plus que courageux. La mort, on n'en revient pas. Pour essayer d'empêcher l'exécution, on ne déposait pas le recours en grâce. En disant tant que le recours en grâce n'est pas déposé, au moins il n'est pas rejeté. Et puis l'avocat recevait un courrier, en fait, lettre, un message, de venir voir le président de la République avec le recours en grâce. Alors on ne savait pas ce que ça allait donner. On s'en doutait. On savait qu'avec De Gaulle, il n'y avait pas de dialogue. Il était l'institution du président de la République, il était l'État français. On savait qu'il y en avait pour 10 minutes, que De Gaulle nous dirait « Cher maître, vous venez me voir pour Aberaraba, asseyez-vous, je vous écoute ». Et puis il fallait parler, et quand on s'arrêtait de parler, il ne posait pas une question. Il se levait et il disait « Je vous ai entendu, je vais pouvoir prendre ma décision » et vous reconduisait à la porte. Un monologue, c'est beaucoup plus pénible qu'un dialogue. Hein. Il faut comprendre que ces exécutions par guillotine des Algériens, on les réclamait à Alger. Hein. La population d'Alger voulait des exécutions. Pour satisfaire ces milieux ultra-Algérie française qui donneront naissance à l'OAS par la suite, et surtout dans les milieux militaires, au plus haut sommet,
de l'armée. Eh bien, De Gaulle donnait des têtes pour les calmer. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Moi, ça me révoltait, parce que De Gaulle avait été condamné à mort. Pendant De Gaulle, qui s'était révolté en 39-45, était un ancien, avait été condamné à mort sous Pétain. Bon, donc, il savait quand même ce que c'était, mais, vous savez, la politique, c'était la raison d'État, comme on dit. La tête d'un homme, ça passe dans la raison d'État, ça c'est connu. Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. C'est lui qui aurait pu gracier. Il savait très bien, et c'est le premier, le général de Gaulle en arrivant dès 1959, qu'il a envoyé des émissaires pour rencontrer les gens du FLN. Donc il savait que l'indépendance était inéluctable. Alors pourquoi ce gâchis? Pourquoi ces crimes? Ce sont des crimes allemands qui sont punis, crimes contre l'humanité. Pour moi, un choc. C'est pour moi un choc parce que dès que j'arrive le lendemain, il y a une exécution. Il y en a eu quoi, 5, 6 exécutions ici? Il y a eu 11 exécutions. Et le 12e est mort d'un cancer. Et un cancer mal soigné. Enfin, pas soigné du tout, parce qu'il a souffert. Il a souffert pendant près de 2 ans. Pendant près de 2 ans. Bon, lui-même ne savait pas que c'était un cancer, mais... Tout ce qui concerne la guerre d'Algérie a été arraché, mis ailleurs, mais enfin, les preuves sont là. Il y a tout de même les dossiers au ministère de la Justice. On sait très bien qui a été condamné à quoi et quand. Là, s'ils ne l'ont pas, on peut leur donner les dates. Moi, je peux vous dire tout de suite qui a été condamné à mort, même plus que ça, qui a été exécuté au Fort Montluc. Je peux vous le dire tout de suite, qui a été exécuté au Fort Montluc. Les derniers, les derniers. Je ne parle pas des autres. Alors, vous avez uniquement au Fort Montluc, il y avait plusieurs prisons en France, vous avez Benzouzou Mohamed, exécuté le samedi 26 septembre 59, vous avez Aït Rabah, exécuté le mardi 23 8 60, Cherchari Ahmed, exécuté le mardi 23 février 60, ainsi de suite. Au total, il y a eu 222 exécutés pendant la guerre d'Algérie, dont une partie était en France. Il y en a qui ont été dénoncés, mais dont on sait qu'ils n'avaient pas fait grand-chose, donc qui ont été victimes de délations, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a différentes personnes qui ont été exécutées, mais qui n'avaient pas forcément de sang sur les mains. C'est le cas d'Ahmed Zabana, qui a été capturé en 1956, mais dont on sait qu'il n'avait tué personne. Malheureusement, dans l'ensemble, ces exécutions capitales ont eu lieu dans beaucoup d'indifférence. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, en 2012, pratiquement tous les Français ignorent qu'il y a eu des exécutions capitales de combattants algériens en France même, à Montluc, à Dijon, à La Santé. Et en quelle année? C'était en janvier 62. On était à 2 ou 3 mois du cessez-le-feu. Et d'ailleurs, le directeur de l'époque, quand il m'a annoncé, j'étais en promenade, comme j'étais le délégué des condamnés à mort, il m'a fait venir dans son bureau. Pour la première fois, il m'a accueilli avec une chaise, d'habitude. Il m'a recevé debout.
Et il me dit, asseyez-vous. Je dis, monsieur le directeur, c'est pas dans vos habitudes. Il me dit, ne faites pas cas de cela pour l'information que je vais vous donner. Vous allez oublier l'histoire de la chaise. Oui. Il m'a dit, j'ai reçu des ordres, vous serez transféré aujourd'hui à minuit. Et je vous demande de ne pas ébruiter votre transfert devant les gardiens du jour parce que je suis responsable de votre sécurité. Les autorités politiques pensaient bien faire que d'ouvrir sur ce lieu un mémorial. La résistance, Jean Moulin, puisqu'il a été le chef de la résistance française, a été enfermé également à Montluc. Donc, tout baigne. Sauf que la venue de Mustapha Boudina, de manière inopinée, il débarque, c'est un grain de sable qui fait complètement dérailler la machine. Puisque lui, il ne vient pas visiter le mémorial pour rendre hommage à ceux qui ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il revient sur les lieux de son enfermement. Pendant 4 ans, il a été enfermé à Montluc. Peut-être les résistants ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais nous, les résistants algériens, 11 d'entre nous ont été guillotinés dans ces lieux. 11 personnes. Et nous étions plus d'une centaine à attendre notre tour. Heureusement que l'accord entre le FLN et l'État français nous a permis d'échapper à la guillotine. Bon, monsieur, j'étais très heureux d'abord de vous connaître ici et de constater que les choses commencent à changer en France avec ce lieu de mémoire. Et vous en faites une bonne gestion. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Madame Dib et monsieur Boudina, sénateurs et président des anciens condamnés à mort. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est Madame Dib était une personne active pendant la Révolution ici. Voilà, ici à Lyon et à Vanvelin en particulier. Voilà. L'Assemblée nationale française a reconnu maintenant depuis plusieurs années qu'une guerre avait eu lieu en Algérie. Donc il devrait être clair de façon officielle que ces combattants algériens guillotinés l'ont été en violation du droit international. Et donc, leur mémoire devrait absolument être reconnue. Il y a réellement un trou dans l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est des gens qui sont morts pour un idéal. On connaît Zarbana parce qu'il était le premier, mais combien d'autres sont complètement méconnus? Il n'y a pas un seul livre qui retrace ne serait-ce leur biographie. Il faut réellement que nos apprentis chercheurs à l'université d'Alger se mettent à travailler, parce que je crois que c'est une mémoire qui s'en va. Et lorsqu'un peuple n'a pas de mémoire, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste un peuple totalement acculturé, pour ne pas dire un mot beaucoup plus difficile. كما الكثير من الفرنساويين اللي اختاروا باش يكونوا جزائريين يفطروا شي واش قالوا لهم je veux mourir en Algérie, pas en tant que Français. Et je vais mourir et je sais que l'Algérie va être indépendante. هذو الكلمات تاع يفطروا. Mort en territoire français.
Au fort Montluc, le 26 septembre 1959, Mohamed Benzouzou. 23 février 1960, Mouloud Aït Rabah et Ahmed Chercheri. 17 mars 1960, Ahmed Kerouche. 5 avril 1960, Mohamed Fergoul et Brahim Menaï. 8 juillet 1960, Mahmoud Mokrani. 9 juillet 1960, Boukhemi Tafer. 30 juillet 1960, Abderrahman Lakhfi. 5 août 1960, Miloud Bengadoura et Abdelkader Makhlouf. 15 août 1960, Ammar Boukrouch, mort d'une tumeur à la colonne vertébrale non soignée, version de l'administration. 30 janvier 1961, Salah Dahil.